Vous êtes toujours dans la tranche d'information internationale et nous nous penchons à présent vers le thème, le focus de notre émission de ce jour qui porte sur le coronavirus au ralenti dans le monde. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes en compagnie du docteur Okwen Patrick. Bienvenue. Également, nous sommes en présence du docteur Wolfgang Ohona, internationaliste spécialisé en défense. Bon après-midi. Merci Madame Ambédé. Je suis très heureux d'être sur le plateau de la CRTV et je profite pour passer mes salutations à tous les téléspectateurs de la CRTV. Ok. Gladys? Yes, exactly, Tatiana. We have our guest on set with us. That is Dr. Okwen Patrick Mba, who is a medical doctor, a health economist at eBase, and eBase is based focus on bringing out research evidence, and also Dr. Wolfgang Ohona, who is an internationalist, an expert in international relations. Well, we want to start with you, Dr. Wolfgang. What's your impression about the way governments across the world are handling COVID-19, the measures they are implementing? The measure implemented by the government is very important because now coronavirus expansions occur not only like national security threats, but only in international security threats. So it is important to do synergy with all institutions, national institutions, people, population, to preserve security and to see the propagation of the threat. So if we have to talk about some of the conspiracy theories that are being said now, but we know some of them are not true, that America caused the COVID-19 in China, or China, it was China's plan on impacting affecting other countries. How do you think this is going to impact the relationship between other countries, let me say China and America, when all of this will be over? I think that these problems are not seriously a real region of matter between United States and China. It is about fake news. There is not evidence that China is the source of the COVID-19, and now it is only friction between two great states, great hegemon in the international society. So there is not a real problem about this case. There are many problems between China and United States in the economical field, in the defense field, but now in the sanitary field, it's not a real problem. Docteur, pour aller dans votre sens encore, je voulais quand même préciser que le gouvernement chinois a mis en œuvre des procédures lourdes de confinement et placé plusieurs villes et puis des régions en quarantaine. Alors je voulais vous poser une question, comment concilier la fermeture des frontières aux exigences du commerce international au niveau mondial et même au niveau de la sous-région? Déjà, ce qu'il faudrait dire, c'est que avec la mondialisation, aucun État ne peut vivre en autarcie. N'oublions pas que même pour préserver la santé, la sécurité des populations, nous avons besoin des intrants sanitaires, nous avons besoin des produits qui viennent de part et d'autre de la planète. Alors, quand il faut maîtriser les frontières, alors il ne faudrait pas totalement les fermer pour que nous ne puissions pas subir une crise économique. Ce qui est déjà important, c'est que les frontières n'ont pas été fermées dans l'absolu. Nous avons ici des petites passerelles qui permettent de faire circuler notamment les marchandises, que ce soit sur le plan global ou alors sur le plan sous-régional. Tout récemment, nous avons vu, sur instruction du président de la République, le président en exercice de la CEMAC, qui prescrivait au Premier ministre chef du gouvernement de pouvoir non seulement maîtriser les flux de population, mais pouvoir ouvrir les points de passage frontaliers pour favoriser la circulation des marchandises. Maintenant, l'enjeu est où? L'enjeu est, à travers le passage des marchandises, essayer de pouvoir maîtriser qu'il n'y ait pas une pénétration des populations à travers ce corridor qui est ainsi laissé ouvert. Et à travers ce corridor,
Heureusement, nous avons des services de sanitaire, des services de sécurité au niveau des postes frontières qui non seulement vérifieront toutes les marchandises qui vont traverser, mais aussi opéreront des tests, non seulement sur les chauffeurs et tout leur équipage lors de ces transferts. Ce qu'on peut dire, c'est que si les conditions sont respectées et qu'il y a une très bonne intelligence entre les divers services de la santé, les services de sécurité et ceux liés à la maîtrise des frontières, alors là, on pourra dire que les exigences économiques seront respectées, les exigences de transport des marchandises, des intrants sanitaires pourraient être respectées, tout en préservant les mesures de fermeture des frontières pour ne pas rester en autarcie et créer ainsi d'autres problèmes qui pourraient avoir un impact sur le plan économique. Now, Dr. Patrick, I would like to ask from you, you're a health expert. Do you think Africa is really prepared to handle coronavirus? Thank you very much. First, I would like to say these are very uncertain times. And it's difficult for anyone anywhere to be prepared for something like this. I mean, there had been warnings that the world is not going to be ready for the next pandemic. And clearly, this was a prophecy that has come true. So, questions about whether Africa is ready, it's definitely going to be no. Okay, why? First, we don't have in place the right things to do in this kind of situation. For example, how can we test lots of people at the same time? People are vulnerable to fake news, so people take up all the kind of myths that come out there and they believe in them, so it leaves them very vulnerable. And we also have very limited resources, and that is one of the key things. Even in moments when the Ministry of Health has really been proactive, you find out that the citizens themselves have not been so ready, and you also find out that they may not have enough resources to meet up with what they would really want to do. Docteur, la pandémie, on va dire, a déjà contaminé jusqu'à ce jour 230 000 personnes et a fait jusqu'aujourd'hui près de 10 000 morts dans le monde. On a parlé d'un médicament qu'on connaît pour la plupart, la chloroquine, qui fait un peu débat sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que ce médicament, effectivement, peut aider à soigner ou même à traiter le coronavirus? So the way I will put the answer, the response to that is I'll be a bit cautious on what I say on that. But there are some promising results on chloroquine. Recent studies that have been done, not best the way we would want the studies to be. Maybe they are small sizes, maybe they are not randomized controlled trials. But these studies have actually been able to show that people who took chloroquine showed some improvement. And this is mostly because the way chloroquine works in the blood. And it literally, if I put it in a layman's term, it kind of sits on the receptor where the crown of the virus will sit on in order to infect someone. So these are promising results, but larger studies are needed to really prove this. Mais à côté de cela, pour ceux-là qui ne peuvent pas se procurer de la chloroquine, on va dire, est-ce qu'il y a d'autres mesures de prévention, des précautions à prendre, à conseiller aux populations? Yeah, so the strategies that have been, or the recommendations that have been made by the Ministry of Health are very good to prevent the infection with the virus. This includes the social distancing, hand washing, self-isolating if you feel that you have been exposed, using of the mask if you feel that you've been exposed. And these are very useful in controlling the infection, reducing the reproductive life of the virus. Now, Dr. Wolfgang, we know other presidents are reacting to COVID-19, but how you describe the way, la façon que Trump is reacting to COVID-19, because he seems to be making a lot of headlines? Je crois que la réaction du président Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique, est l'une des plus appropriées. Voyons un peu, quand on essaye de voir, c'est l'un des premiers présidents à avoir fermé ou alors fait de la maîtrise des frontières un corollaire à la
à la maîtrise des flux des populations pour essayer de prévenir par rapport à l'infectation des populations américaines liées aux divers flux de la mondialisation. Peut-être il y a un problème de communication dans la manière de faire, peut-être il y a un problème de style, mais en d'autres lieux, sur votre antenne, je disais déjà, nous avons eu par le passé la crise de H5N1 qui avait fait près de 13 000 personnes contaminées aux États-Unis. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, nous n'avons pas 500 personnes contaminées du coronavirus. Alors, ça veut dire que les décisions prises par le président Trump de maîtriser la frontière en vue de maîtriser les flux de population a été une décision avant-gardiste et sage. C'est un peu ce qu'on peut dire. Okay, you know that he has blamed the media for the wrong message that has been sent across concerning the virus. Do you think he's correct on this? Je crois que c'est correct. Je crois que c'est correct. Pourquoi c'est correct? Parce qu'on est dans une période où tout et n'importe quoi circule sur le coronavirus. Et c'est le lieu ici pour les populations d'être rassurées par les autorités politiques pour ne pas céder à la panique. Je l'ai encore dit, le président Donald J. Trump a peut-être un problème de style dans sa communication, mais nous avons les résultats. Les faits sont là. Il n'y a pas de nouvelles contaminations, il y a une maîtrise des frontières. Alors le système de santé américain, qui n'est déjà pas très facile, ça il faut le dire, est maintenant apte de gérer les contaminations qu'ils ont déjà constatées à l'intérieur. Alors si les autorités politiques sortent pour essayer de rassurer les populations, pour essayer d'élaguer les fake news, comme vous le disiez tout à l'heure, alors cela est une bonne chose et cela ne peut être que salutaire. Les questions de style, ça peut se gérer, mais voyons les résultats. Si le président Trump avait été laxiste, on aurait peut-être eu le cas qu'il y a eu en Italie, aux États-Unis, parce que n'oublions pas, les États-Unis sont l'un des pays les plus fréquentés de la planète. Mais le président Trump a bloqué ses frontières, notamment contre l'Union européenne. Il les a laissées ouvertes face au Royaume-Uni, qui, il faut le dire, ne fait plus partie de l'espace Schengen, qui aujourd'hui a fait que ce royaume ne puisse pas être suffisamment exposé au coronavirus. Le coronavirus est une crise de la mondialisation. C'est une crise des flux des populations au-delà d'une crise sanitaire. Si on peut maîtriser les flux des populations, les confiner dans certains pays, alors on pourra voir un peu la baisse du taux de contamination dans les pays. So how do you think the media can best improve the coverage to help contain coronavirus? Les médias sont un acteur essentiel, important, je dirais même très déterminant dans la lutte contre le coronavirus, que ce soit les médias classiques ou les cybermédias qui agissent dans le cyberespace. L'action des médias devrait être ici dans le but ou vers le sens de la vulgarisation des diverses mesures de prévention, notamment pour les États comme les nôtres. Des États qui sont fragiles du point de vue infrastructurel, des États qui sont fragiles du point de vue du niveau d'éducation des masses et des populations, des États même qui sont fragiles sur le plan économique. Aujourd'hui, il est plus facile d'avoir par exemple un téléphone portable, d'avoir accès à Internet, que d'avoir un téléviseur chez soi. Alors, si les médias, en agissant de manière synergique dans la vulgarisation, notamment des mesures prises par l'OMS et le ministère de la Santé au Cameroun, alors on peut impacter de manière significative les représentations et les esprits des populations pour ainsi prévenir la propagation du coronavirus. Merci, docteur. Sans vouloir vous couper, nous allons prendre une toute petite respiration pour parler des chiffres qui sont exponentiels. Nous savons des cas qui sont très, très graves. L'Organisation mondiale de la santé a attiré l'attention du monde entier et précisément du continent africain. Nous devons être responsables pour éviter la propagation du coronavirus. Nous vous proposons ce reportage qui nous apprend à nous mettre en quarantaine soi-même, comment s'y prendre
Élément de réponse dans ce reportage signé BBC. If you're told to self-isolate, that means staying at home, not going to work, school or other public places. You shouldn't have any visitors. If you develop symptoms, a fever or cough, then seek advice first by phone. Don't just turn up at a medical centre or hospital. If you live with others, then you need to stay in a well-ventilated bedroom with the door shut. If you have to share a bathroom, then use it after everyone else. Don't share towels and toiletries. Your waste should be double bagged. If you test positive, it'll be separately disposed of. If you live on your own, you can order shopping online or get friends to help, but they should leave it on the doorstep. The coronavirus causes a mild illness for 4 out of 5 people. Self-isolating will help protect older people and those with underlying health problems from getting infected. Vous regardez l'édition spéciale coronavirus de la tranche d'information internationale. Nous continuons avec le docteur. Est-ce que nous avons une toute petite question à vous poser? Nous avons parlé tout à l'heure de fake news et à plusieurs reprises sur les médias sociaux, on nous a parlé de ce coronavirus qui ne vit pas sous une température plus ou moins inférieure. On va dire, il ne vit pas, il ne survit pas quand il fait chaud. On voudrait savoir, est-ce que c'est un fake news? Est-ce que c'est une véritable information? Est-ce que c'est vérifié? So it's fake news. There's no evidence whatsoever that warm temperatures, warm climates have any effect on the virus. Of course, it's a flu virus, and most flu viruses are heat sensitive. So there is that possibility that we could say that. But unfortunately, this kind of information and many others that have come, like age, like race, like use of warm water and all of these, have just come to prepare the way for the virus to walk in freely. Because when you tell everybody to take precautions, someone will say, I'm young, I'm black, so it's not a problem. Or I live in Africa, so it's not a problem. And that's even one of the reasons why you see people are running away from Europe to come to Africa. And when they're coming along with infections, and this will spread again further in Africa. Docteur, c'est entre autres fakes. Hein, nous avons beaucoup de tutos. Nous savons que les sanitizers, on nous a également dit, hein, on profite pour poser la question, on dit pour faire les sanitizers, on mélange de l'alcool, un peu de vinaigre blanc et avec le gel d'aloe vera. Tout ça, c'est des informations qu'on retrouve sur les médias sociaux, mais qui ne sont pas tout à fait vérifiées. Comment faire déjà? Vous pouvez répondre à cette première question. Mais ensuite, comment faire pour trier, sélectionner, avoir la bonne information à travers les médias sociaux? Okay, first, let me look at it in 2 steps. First, let's look at the preparations that are online, that you can use alcohol, glycerol, to prepare something that you can use as hand sanitizers. These are good coping strategies, but you have to be careful. You have to be sure you have the right percentage of alcohol and the right material to produce whatever you want to use. Then on the second part, WHO has a link. They actually have a WhatsApp number that if you
go to this WhatsApp number, they can give you several information, real time. So you can get information that you can trust, what you can do, how you can keep yourself clean, and other life-saving advice will be available on this site. Okay. Now, you know, there was a message circulating on WhatsApp saying that people should not take ibuprofen if you are infected, or to avoid being, it's like it eases you, it makes you prone to being infected of COVID-19. What's the truth about COVID-19 and ibuprofen? So 2 days ago, a study was published which showed that this is not a problem. Ibuprofen doesn't have any negative impact on patients who are being treated for coronavirus. But, of course, as we said, most of this is coming out very quickly. So we cannot really say for sure, but at the moment there is no evidence showing that ibuprofen will worsen the situation. So you at eBase, I know eBase works across the evidence ecosystem. What do you think should be done at the local level to those people who are in the suburbs that maybe cannot even watch us now due to some certain reasons? What do you think should be done there in order to better educate them? So the first thing is to bust all the myths. Tell them the truth about these things. I mean, all the lies that came before the virus should be dispelled. That's the first thing. The challenge, of course, is how to get this information to them. But it's very easy. The same way the fake news got to them, the same way the true news could get to them. So it means that most of the people who called someone back in the village to say that it doesn't affect black people, or if you are young, it doesn't affect you, these same people could be watching the news. So these same people will need to call those people and let them know that, oh, I gave you the wrong information. In actual fact, black people, young people are actually dying from the virus. Yes. Now, Dr. Wolfgang, how should we live, how can we handle a pandemic in the age of fake news? Pour lutter contre la divulgation des fake news, le premier conseil que je peux donner, notamment à la majorité des jeunes qui sont exposés aux médias sociaux, est d'utiliser les médias sociaux pour se connecter vers les sources officielles d'information, que ce soit les sources nationales à travers le ministère de la Santé, les diverses officines publiques qui font des communiqués là-dessus. Notamment, nous avons vu le Premier ministre chef du gouvernement qui a commis tout un communiqué des recommandations pour essayer de contenir la menace. Mais si, par exemple, vous doutez de la crédibilité de vos institutions, il y a les institutions internationales. L'Organisation mondiale de la santé a dédié tout un numéro WhatsApp, a dédié des sites pour essayer de divulguer les précautions à prendre et qui peuvent être prises même par les personnes les plus démunies économiquement. C'est un peu ça. Ici, il ne faudrait pas céder à la panique. Il faudrait aussi qu'on dise aux gens quoi? Le coronavirus n'est pas une maladie incurable. Le coronavirus peut être guéri. Même ici au Cameroun, d'ailleurs, on a guéri le coronavirus. Mais ce qu'il faut aussi dire aux gens, c'est qu'il faut aller vers les sources d'information les plus crédibles, les sources d'information les plus officielles, que ce soit sur le plan national et international. Nous sommes démunis économiquement, alors nous devons davantage miser sur la prévention, miser sur les moyens que nous avons pour essayer de lutter contre la maladie et non attendre qu'on sera infesté pour essayer de la guérir, car prévenir vaut mieux que toujours guérir. Alors, docteur, vous êtes docteur Wolfgang Owona, vous êtes internationaliste et spécialisé en défense, défense et sécurité gouvernementale. Une question pour vous, comment permettre aux forces de sécurité et aux autorités de contrôler efficacement le flux des populations? Je crois que premièrement, l'arme la plus importante, c'est la communication et la symbiose. N'oublions pas le principal concept de défense et de sécurité nationale au Cameroun est celui de la défense populaire. Cela veut dire quoi? Il doit y avoir une synergie entre les populations
du Cameroun, les autorités et les différentes forces de défense et de sécurité pour essayer de repousser les diverses menaces à la sécurité. Effectivement, le coronavirus est une menace à la sécurité intérieure et une menace à la sécurité intérieure qui est d'origine extérieure. Cela dit, si les populations sont en symbiose avec les autorités, que ce soit les autorités civiles, les autorités militaires, les autorités des services de sécurité, alors, à travers cette bonne intelligence, on pourra faire facilement passer les messages liés à la prévention. On pourrait facilement permettre aux populations d'adhérer dans une posture attestataire au message des autorités en charge de la sécurité pour prévenir la menace et sa divulgation. Nous sommes très heureux qu'il y ait encore des Camerounais qui acceptent les mesures qui sont prises, mais malheureusement, nous avons vu qu'il y a récemment certains qui essayent soit de corrompre les agents publics commis pour la sécurité. Vous poser cette question sans vouloir vous couper. Vous avez parlé de symbiose entre les forces de sécurité, les autorités avec les populations. On a vraiment le sentiment que toute la responsabilité est mise sur ces forces de sécurité et ces autorités gouvernementales. Est-ce qu'il n'est pas également de la responsabilité du citoyen ? Parce qu'on a vu quand même quelques cas de certains Camerounais et d'autres qui vivent en Europe qui ont pris le risque, je vais le dire ainsi, qui ont pris le risque de revenir au Cameroun, sachant bien sûr qu'ils peuvent être ou non infectés. Est-ce qu'il ne revient pas également de la responsabilité de chaque citoyen? Effectivement, il est de la responsabilité de chaque citoyen. J'ai peut-être l'impression que le fait que le Cameroun n'ait pas encore eu son premier patient zéro décédé fait que... On ne le souhaite pas. Oui, on ne le souhaite pas d'ailleurs, oui. Peut-être il ne faudrait même pas qu'on arrive là. Peut-être fait qu'il y ait peut-être un laxisme, pas du côté des autorités, mais plutôt du côté des populations, des concitoyens qui veulent passer par les divers mailles des filets présentés par les autorités. Ce qu'il faudrait dire, c'est quoi? On ne peut pas sécuriser un pays sans l'effort des populations civiles. Qu'importe la puissance des moyens que vous avez, s'il n'y a pas adhésion dans le discours et un consensus général entre les populations et les autorités, cela ne peut pas passer. Je pourrais même par exemple évoquer, nous avons vu la menace Boko Haram, comment les populations peut-être parce qu'elles ont vu la violence de la puissance de feu de Boko Haram ont directement adhéré, qu'elles soient à l'extérieur ou à l'intérieur, ont adhéré pour essayer de fournir des informations aux populations, aux autorités, les messages s'échangeaient, on a même vu des comités de vigilance naître. Mais face au coronavirus, nous avons vu des concitoyens qui ont pris la malheureuse, la fâcheuse résolution de s'extirper des contrôles mis par les autorités pour essayer de se mettre dans des situations où ils sont en risque de pouvoir favoriser la propagation de la maladie. J'aimerais chuter en disant que le coronavirus est une menace très dangereuse. Elle n'est pas une menace d'origine intérieure, c'est une menace d'origine extérieure. J'ai une dernière question pour vous, mais je vais d'abord passer la parole à Gladys. Certainement, elle a quelque chose à dire. Okay, I would like you, from what you've just said, I would like to find out from you. What predictions do you have to say when we look at the Sahel region where we are fighting the Islamist militants, and we also have to come now to think about COVID-19? What should soldiers in that zone, what are your predictions? What should be happening there? What should be done? Déjà, il faudrait prendre la chose sur le plan de la sécurité. La sécurité est une question globale. Il n'y a pas de césure par rapport dans les préoccupations sécuritaires. Nous avons des préoccupations sécuritaires d'origine économique, d'origine militaire, d'origine criminelle, d'origine environnementale et précisément là, d'origine sanitaire. La sécurité est un concept global qui regroupe plusieurs domaines de la vie sociale et de la civilisation. Alors, face aux menaces sécuritaires, il faudrait comprendre qu'elles ont toutes un point commun.
c'est qu'elles affectent le dynamisme économique, le dynamisme des populations, la santé, le dynamisme socio-culturel et même les déplacements. Alors, si on ne mesure pas encore l'importance ou alors la gravité de la menace du coronavirus, peut-être cela peut être pire que le terrorisme. On ne le souhaite pas, alors il faudrait que l'ensemble des populations soient imprégnées des divers enjeux sécuritaires. Ne pas se dire que les menaces c'est la criminalité seulement, ne pas se dire que la menace c'est seulement le terrorisme, ne pas se dire que la menace c'est seulement la contrebande, mais la menace c'est aussi la propagation de ce virus. Si on ne fait pas attention, alors on pourrait voir pour s'en renseigner ce qui arrive dans les autres pays. Le conseil que je pourrais dire, c'est que il y a un vieux proverbe africain qui dit « Quand la barbe de son voisin prend feu, il faut mouiller la sienne ». Okay, I asked him a question and I also love to get your point of view. How should we handle a pandemic during this period, during this age of fake news? So, how do we handle a pandemic in this period of fake news? Now, the first thing would be to address the fake news and the sources of the fake news. One good thing we have in Cameroon is that the Ministry of Health took this head on, and I think that was one thing Cameroon did very well. They were able to say that this is a real threat that is coming. I mean, we didn't see this in the US actually. They were a little slow to act, but this was really fast in Cameroon. And they put in place, I mean, we didn't have the resources to be able to do PCR tests for DNA or genetic tests and stuff like that for the virus to be able to tell that, okay, now this is the virus. But at least we were able to put in place some control measures. And even though the only weapon we had was a thermometer to measure the temperature, that was good enough. That was able to pick up some cases. And after that, the next thing is probably to trace these people and their contacts and try to quarantine these people. And this was done to an extent. I mean, I was in touch with the people in the ministry who are working on this. I mean, they work overnight, making calls, trying to find people, trying to know whom they have been talking with. And this has been very strategic in also keeping the numbers as low as we have. It could be worse. And the main problem there is human beings don't like to be kept down in one place. And that's exactly what you noticed. I mean, even high-level citizens did not respect quarantining themselves. And this is a problem. And this is something that Cameroonians have to try to deny or to reject, people who do not want to quarantine themselves. I mean, some people may feel that they are healthy, I'm not having a fever, but if you were in a plane with someone who was infected, chances are you're already exposed. And it's going to take like 7 to 14 days for you to see any signs. And during that period, you could potentially infect other people. And if those people behave like you, then tendency is many more people and everybody will get infected. And that is when the resources we have clearly cannot help. So this is what we really have to do, fighting the myths and trying to educate people to realize that it's important to self-isolate if you suspect that you've been exposed, and then we would be able to work together to fight the problem. Okay, so I would like to find out again, what is going to be the impact on the health sector globally after this? We see a lot of medics they're so active now, very active. Don't you think it's going to have a toll on medical practitioners when this is over? I don't even think it's going to wait till it's over. Right now, it's already having a huge negative impact on the healthcare workers. They are stressed out. They are on serious psychological trauma. And some of them are actually getting infected. I mean, in China, the people who got hit the most were the healthcare workers because they rushed to the battlefront, sometimes without even knowing the enemy they were going to fight. And most of them got exposed. And in that process, a good number of them died or were hospitalized or were not able to come back to work. So right now, it already is having a
negative impact on them. Now, after this, I think for the healthcare workers who would actually survive the process, I mean, they will be very strong. I think they will come out stronger. One of the reasons why they say Africa didn't suffer so much from this pandemic like the rest of the world is that we were already kind of used to this kind of problems. Ebola, malaria, Lassa fever. So we've kind of been ready for it. So when they say something is coming, we do not wait to be hit first before we get ready. So the healthcare systems were ready. So hopefully, by the end of the corona, the healthcare workers who have gone through this would have learnt more and would even be much more ready for another pandemic. Docteur, je voulais quand même avoir votre avis là-dessus. Nous avons eu deux cas, les deux premiers cas de contamination au Cameroun qui l'a annoncé le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, ont recouvré la santé. Ils sont bien négatifs aujourd'hui, ils sont même sortis de l'hôpital. Une question, est-ce que après le coronavirus, on peut encore rattraper ce coronavirus? So, interesting question. There is also evidence that has shown that people who actually recovered from coronavirus got reinfected. Unfortunately, that's not the same thing with other flu viruses. With most flu viruses, if you get the flu this season, you may have to wait till the other season. Now, there's been some questions about whether the first was really the COVID but we don't know. So, but there is that worry, that possibility that maybe the immunity may not last so long when you recover from the virus, unfortunately. Now, Dr. Wolfgang, there are some political activities, social, that have been put on hold, like elections in Sri Lanka, and we're expecting the presidential election in the US in November. Do you think the US is going to hold its election, and what impact is COVID-19 going to have on some of the political activities that have been put on hold after this? Déjà, ce qu'il faut dire pour les États-Unis s'en sortent plutôt bien dans la lutte contre le coronavirus. Nous l'avons évoqué, les cas et les mesures prises par le président Trump qui évitent d'abord la pénétration de nouvelles personnes infectées sur le territoire, et maintenant à l'intérieur, on essaye de maîtriser ceux qui sont malades pour enfin les soigner. Et nous avons déjà vu que dans ces pays, au lieu de davantage communiquer maintenant pour augmenter la psychose sur les cas des personnes infectées, on communique déjà aussi sur les personnes guéries pour essayer de faire baisser la psychose. Si on va dans la dynamique actuelle au niveau des États-Unis, il n'y a aucune raison que les élections soient reportées. Ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas la même chose qui se passe en France. Ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas la même chose qui se passe en Italie. Les États-Unis, ça sort relativement mieux. Mais nous avons même où il y a eu le cœur de la menace, à savoir la Chine, elle aujourd'hui est en train de remonter la pente. Et tout cela pourquoi? Parce qu'on se rend compte ici que les populations ont essayé d'assimiler les précautions prises par le gouvernement ou alors les diverses recommandations qui ont été prises. Mais maintenant, si on revient dans nos pays africains, il faut le dire, on lutte avec les moyens dont on dispose. Et les moyens dont nous disposons ici, c'est les moyens de prévention. Si nous ne les respectons pas, alors nous risquerons connaître pire que ce qui est arrivé en Chine. Chaque État lutte avec les moyens dont il dispose. Les États africains ont axé leur stratégie de lutte sur la prévention et la maîtrise des frontières. Et je crois que cela, c'est la bonne stratégie qui a été prise. Thank you very much, Dr. Wolfgang. Une dernière question avant de nous séparer qui est assez importante sur l'origine du coronavirus, parce que nous avons beaucoup de polémiques à ce sujet. On dit que c'est une guerre entre les États, c'est un plan, c'est une conspiration, parce qu'on s'est quand même rendu compte que parmi les pays les plus touchés, il y avait quand même quelques grandes puissances mondiales. On parle des États-Unis, qui sont les pays les plus touchés, les États-Unis, l'Italie, la France, la Chine.
Est-ce que, à votre avis, ce n'est pas une conspiration ou un plan monté, on va dire? Personnellement, je ne crois pas aux théories du complot. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du sens ou de sens dans ce que disent les théories du complot. Les théories du complot dévoilent un peu l'inconscient collectif, ce dont on a peur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la mutation d'épidémie en pandémie du coronavirus est liée à la mondialisation. Le coronavirus est une maladie de la mondialisation. Elle se propage à travers les grands flux de population qui sont une principale caractéristique de la mondialisation, où désormais l'espace et le temps sont contractés, où en quelques jours on peut se retrouver de la Chine à Washington, à Londres ou alors à Rome. Voilà pourquoi l'un des principaux axes pour maîtriser la propagation du virus au niveau mondial, c'est la maîtrise des flux des populations qui passe par la maîtrise des frontières et le confinement au sein des États et des principaux foyers de contamination. Le mot de fin du docteur à ce sujet? Yes. Conspiration ou pas, à votre avis? I wouldn't say it's a conspiracy. It is very clear epidemiologically where the disease is coming from the province of Wuhan. People were exposed to animals that had this virus, and there is a possibility that this virus could have mutated with other severe respiratory tract viruses, and this might have developed this monster that we see now. And I would differ from the fact that it's the globalization that could have had an effect. I mean, many more viruses or many more plagues have come before this time, like the bubonic plague, the black plague. They really killed a lot more, millions of people, and it went worldwide despite the fact that there was no globalization. Well, we want to thank our guests for their great insights on our topic of discussion today, dispelling fake news about COVID-19 and talking about government actions. Thank you very much, Dr. Wolfgang and Dr. O'Quinn Patrick, for coming today. Tatiana, let's say bye-bye to our audience, but we tell them to respect government measures because COVID-19 is real and you won't want to be a victim.